pas raté grand-chose. Je vous souhaitais la bienvenue, je le fais une nouvelle fois, pour cette leçon inaugurale de l'école de Chaillot, qui est donnée cette année par Philippe Prost, que je remercie chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. Je salue Son Altesse le Prince Sisovat Kulachad, Son Altesse la Princesse Sisovat Men Chandeville, Yves Dauge, sénateur, ancien ministre, conseiller du patrimoine au patrimoine mondial de l'UNESCO et bien d'autres choses. Je salue également les étudiants et enseignants de l'école de Chaillot, Benjamin Mouton, Véronique Villano, Lorenzo Diez et peut-être quelques autres, ainsi que tous ceux des autres écoles d'architecture que j'ai toujours plaisir à accueillir ici. Je remercie Mireille Gruber, bien sûr, directrice de l'école, et son équipe, Lydie Fouillou, Catherine Grindorge, Antoine Monpère, d'avoir organisé cette matinée. Depuis sa création en 2004, la leçon inaugurale donne chaque année à l'école de Chaillot l'occasion d'inviter une personnalité, le plus souvent un architecte, à réfléchir sur la place qu'il accorde à l'histoire et au patrimoine dans son activité de création. Après Wang Shu et Salma Samar Tamlouji l'an dernier, nous opérons cette année un retour en France avec Philippe Prost. Nous avions déjà eu le plaisir d'accueillir Philippe Prost à la Cité, voici quelques semaines, le 28 novembre dernier, lors de la remise du prix de l'Équerre d'argent du Moniteur, dont il avait été lauréat dans la catégorie Culture, Jeunesse et Sport pour l'Anneau de la Mémoire, conçu pour le Mémorial international de Notre-Dame de Lorette, dont le visuel a servi pour l'invitation. Philippe Prost est architecte, urbaniste, historien, enseignant et chercheur. Il est doublement lié à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, tout d'abord en tant que diplômé de l'école de Chaillot, mais aussi parce qu'il a été chargé d'études architecturales et urbaines à l'Institut français d'architecture, sous la direction de Bruno Fortier pour l'Atlas de Paris. De ses années de chercheur à l'IFA, Philippe Prost a gardé le goût de l'archive et de l'étude fine, du relief et de la topographie, indispensable pour comprendre les transformations de la ville. Il a reçu de nombreuses récompenses, a été nominé en 2009 au prix de l'Équerre d'argent pour son projet de réhabilitation de la cartoucherie de Bourg-les-Valences. Il a publié de nombreux articles et ouvrages. Son livre « Vauban, le style de l'intelligence, une œuvre source pour l'architecture contemporaine », publié chez Archibooks en 2007, a été récompensé par le prix du livre d'architecture de l'Académie d'architecture en 2008, académie dont il est depuis devenu membre et dont je salue le président Paul Quintran qui est parmi nous ce soir. L'ensemble du parcours de Philippe Prost illustre sa volonté de concilier patrimoine et création. C'est la mémoire du lieu qui, chez lui, nourrit le projet d'architecture, mémoire qui entre en résonance avec le bâti pour l'investir de sens, mémoire du temps long, de l'histoire et de la géographie, qui infuse toutes ses réalisations. L'ancienne briqueterie de Vitry-sur-Seine, reconvertie en centre chorégraphique, l'ancienne fabrique de papier peint de Saint-Fargeau-Ponthierry en Seine-et-Marne, désormais dédiée au spectacle vivant, le réaménagement de la Monnaie de Paris, l'un des plus beaux monuments de la capitale, qui l'ouvre sur la ville tout en respectant l'identité et l'intégrité du lieu, le musée de Pont-Audemer, où le choix des matériaux et l'écriture adoptée reprennent le vocabulaire des anciennes tanneries habillées de bois. Citons également le travail sur la profondeur du parcellaire en lanière pour l'ensemble de logements sociaux de la ZAC de la Réunion, dans le 20e arrondissement de Paris, ou encore lors de la réhabilitation de la Forge de Belleville. Convaincu par la pertinence de son approche, la ville de Bordeaux lui a confié la mise en œuvre du projet Recentre, projet urbain du centre ancien, qui sera le fruit d'une collaboration avec les paysagistes de Frisch & Chip et le collectif d'artistes Les Pas Perdus. Le livre que Philippe Prost a consacré à Vauban manifeste magistralement la volonté qui est la sienne de faire du patrimoine non pas un territoire du passé, mais bien un enjeu de la création vivante. Son livre n'est pas une biographie. Il s'attache constamment à faire revivre la pensée de l'ingénieur de Louis XIV, à révéler l'actualité de son travail sur l'espace et les formes bâties, à en mettre à jour les éléments fondateurs, l'intelligence du contexte qu'exprime l'inscription du site dans le temps et le rapport visuel à l'espace, la fonctionnalité de l'architecture, dont les formes sont certes fondées sur une bonne connaissance de la topographie et de la géométrie, mais répondent aussi à des impératifs pratiques,
comme les portées de tir des armes, les lois de la balistique et de l'optique, ou la disponibilité des moyens techniques. Enfin, la recherche de l'économie de moyens, l'emploi de matériaux locaux, l'attention à l'environnement, autant d'éléments qui confèrent à ces constructions un caractère durable avant la lettre. On parle toujours un peu de soi quand on écrit sur les autres. Il n'est donc guère étonnant de retrouver dans le projet du mémorial de Notre-Dame de Lorette plusieurs traits que Vauban n'aurait pas reniés, un lien entre l'architecture et la mémoire de la guerre, une intelligence véritablement stratégique du relief et du paysage, une volonté d'inscrire le projet architectural et urbain dans une perspective de développement durable des territoires. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle conférence et je passe sans plus tarder la parole à Mireille Gruber. Merci Guy. Je suis très heureuse à mon tour d'accueillir Philippe Prost aujourd'hui pour cette 11e leçon inaugurale de l'école de Chaillot. Altesse, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, chers collègues, chers amis, l'école forme chaque année environ 230 professionnels, architectes, et professionnels de la construction, de l'architecture et de l'urbanisme et du patrimoine, en France et à l'étranger. Elle organise des cours publics, ouverts à tous, consacrés cette année au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui totalise, il faut le savoir, environ 3400 entrées par an. Avant l'Équerre d'Argent, qu'il a reçu et dont Guillaume Salem nous a dit un mot, nous avions accueilli Philippe Prost le 9 février 2012 pour une conférence dans le cycle de nos cours publics sur le patrimoine industriel. Cette leçon, c'est un moment fort de la vie de l'école, c'est un moment d'ouverture, de partage avec le public, nos amis et nos interlocuteurs divers. Et je suis heureuse de voir que vous venez toujours nombreux et je vous en remercie. Je me réjouis qu'un architecte du patrimoine prononce enfin notre leçon inaugurale. Il était temps. Nous verrons comment sa formation l'a marqué et comment l'histoire est pour lui une source de connaissances pour la modernité, faisant ainsi écho à l'enseignement dispensé à l'école de Chaillot. Philippe Prost est un expert généraliste des patrimoines, tout en étant devenu spécialiste de certains d'entre eux. Il est un petit peu entré en architecture militaire, grâce à la familiarité qu'il a tissée avec l'œuvre de Vauban en menant pendant 10 ans les travaux du chantier de la citadelle de Belle-Île-en-Mer. L'autre patrimoine sur lequel il a accumulé connaissances et expériences, c'est certainement l'architecture industrielle. Son travail à la Monnaie de Paris, qui préserve les espaces de production, et dont je crois qu'ils ont été inaugurés il y a quelques jours, est en continuité avec la réhabilitation, qui a été évoquée par notre président tout à l'heure, d'une briqueterie à Vitry-sur-Seine et d'une fabrique de papier peint à Saint-Fargeau-Ponthierry. Et c'est bien pour l'avenir qu'il s'intéresse au passé. Il est cependant à noter que la première fois que Philippe Prost a été distingué, remarqué, c'était pour ses logements sociaux dans la ZAC Réunion, dans le 20e arrondissement à Paris, pour lequel il est mentionné au prix de l'Équerre d'Argent en 2004. Et son dernier chantier, l'Anneau de la Mémoire, a été sous le feu des projecteurs puisqu'il a été inauguré par le président de la République à l'automne dernier. L'Anneau de la Mémoire, mémorial international de Notre-Dame de Lorette, près d'Arras, est l'un des points d'orgue de la célébration du centenaire de la Grande Guerre. Philippe Prost associe à ses activités de maître d'œuvre celles d'enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, dont il préside le CA, le conseil d'administration. Et c'est sa capacité à construire, à restaurer, à écrire et à enseigner qui nous a conduits à l'inviter à prononcer cette leçon inaugurale. J'en profite pour annoncer la publication le 9 février prochain, donc dans quelques jours, de la leçon de l'an dernier prononcée par Salma Samar Damlouji, intitulée « Une autre architecture, la géométrie
la terre, le vernaculaire. En voici la couverture. Elle est précédée de l'entretien que Marie-Hélène Contal a mené avec Abdelawahab Medeb à propos d'Hassan Fati, dont il nous dit qu'il innovait en continuant de porter le passé comme trace. Quant à Salma, elle écrit « L'architecture parle et vous devez l'écouter. Il n'y a pas de différence entre travailler sur une construction nouvelle et travailler sur le patrimoine. Il s'agit dans les deux cas d'architecture et de transformation. » J'aime l'idée que les architectes qui prononcent année après année nos leçons inaugurales se tendent ainsi la main. Cet ouvrage est bilingue, français-anglais. Mais je vais laisser la parole à Philippe Prost sans plus tarder. Eh bien, bonjour. Je voulais d'abord évidemment vous remercier la Cité de l'Architecture de m'avoir invité à prononcer cette leçon. Je suis, je dirais, doublement honoré puisque la liste de ceux qui se sont déjà livrés à cet exercice est constituée de personnalités brillantes du domaine de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Et que cet exercice est évidemment très stimulant pour un architecte d'être amené à se poser quelques questions sur son travail, sur son parcours, avec les deux points que vous avez abordés, à savoir l'histoire et le patrimoine. Je suis aussi honoré parce que, tout simplement, comme vous l'avez rappelé, je suis le premier ancien élève de l'école de Chaillot à être invité à donner cette leçon. C'est évidemment un privilège, un enjeu, à laquelle je vais essayer de me rendre, d'être à la hauteur, tout simplement. Et donc, cette leçon, j'y ai pensé en me disant, justement, il y a 25 ans, je quittais cette école pour voguer vers quelques horizons maritimes et bretons, et je me suis dit, c'est important que cette leçon soit d'abord tournée vers les architectes qui entrent à l'école de Chaillot, parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'elle peut leur apporter, ou en tout cas tout ce vers quoi elle peut les emporter, et j'ai envie de leur dédier cette leçon comme un message de mon ambition pour eux, de mes envies pour l'enseignement, évidemment, et pour qu'ils deviennent en fait des acteurs à part entière du champ de l'architecture, de la ville, des territoires et des paysages, les encourager à ne pas se cantonner dans une approche strictement patrimoniale, qu'ils ne limitent pas leurs interventions au domaine de la seule restauration, parce que tout cela est un tout, et que la sectorisation est sans doute quelque chose de fâcheux pour l'architecture avec un grand A. La leçon du patrimoine, c'est d'abord une leçon quant à la perpétuelle transformation des bâtiments, des villes, des paysages, qui ne cesse jamais. Cette transformation, elle est parfois voulue, parfois opérée sans que personne ne l'ait décidé, mais parler de transformation, pour vous qui allez suivre les cours de cette école, c'est parler de projet. Et évidemment, ce mot de projet, qui est un mot propre aux architectes, propre à cet univers de la conception, c'est un mot qu'il faut toujours garder présent à l'esprit. Parce que finalement, conserver, c'est sans doute, pour conserver, il faut sans doute transformer, et pour transformer, il faut projeter. Que l'on restaure, que l'on restitue, que l'on réutilise, que l'on réhabilite, que l'on reconvertisse, d'une manière ou d'une autre, on recrée les choses sur lesquelles on travaille, comme l'ont fait d'autres avant nous. L'existant, de quelque nature qu'il soit, bâtiment, îlot, périphérie, ville ou campagne, elle est toujours le substrat de tout projet. Il n'y a pas de page blanche, elle n'existe pas la page blanche. Un simple sol présente toujours des couches géologiques, archéologiques, une orientation, une implantation. La page blanche n'existe pas et les angoisses qui y ont été longtemps liées doivent être oubliées. Donc, c'est un existant qui est toujours le substrat du projet, je dirais même une matière première essentielle à laquelle vous devez prêter toute votre attention.
Flaubert disait « Tout est intéressant pourvu qu'on le regarde de près et longtemps ». Et je dirais que c'est souvent ce qui nous manque le plus à toutes et à tous aujourd'hui, dans cette époque de rapidité, d'immédiateté, c'est d'être capable de consacrer le temps nécessaire aux choses, à leur observation et du coup au travail qu'elles vont nous donner. Le patrimoine n'est d'ailleurs rien d'autre qu'une expression du temps à l'œuvre. Et si on le regarde autrement, et c'est ce que je vous encourage à faire, il peut devenir ce que j'ai intitulé une œuvre source, c'est-à-dire un ensemble de données, d'informations, de connaissances qui vont vous permettre ensuite, tout au long de votre carrière, de travailler avec ce capital, avec ce bagage que vous vous serez constitué. Et cette œuvre source, dans laquelle votre travail plongera ses racines, elle peut devenir une œuvre ouverte. Je pense ici à Umberto Eco, qui a défini cette notion d'œuvre ouverte, c'est-à-dire ouverte à tous, mais à toutes les interprétations, si on pense à la musique ou si on pense aux mathématiques, à toutes les interprétations que chacun va appréhender avec son regard au travers de tout son être et auxquelles il va pouvoir donner d'autres significations, démultiplier les significations de cette œuvre. L'architecture nous transforme, comme elle peut changer la vie de ceux qui la parcourent ou qui l'habitent. C'est très important, et cela ne vaut pas que pour la littérature. Je pense aux propos très intéressants d'Antoine Compagnon, qui a cette idée que la littérature nous transforme tous. Eh bien, l'architecture aussi, et a fortiori, je dirais, elle nous transforme depuis que nous sommes enfants, en faisant des châteaux de sable sur la plage, jusqu'à l'âge adulte et bien plus tard. Donc, la question que vous m'avez posée, quelle est la place de l'histoire et du patrimoine dans votre travail de création? Je vous en remercie parce que c'est une question relativement rare, finalement, et c'est une question à laquelle il m'a beaucoup plu de réfléchir pour y répondre. Et j'ai envie de dire, avant de me lancer un peu dans un petit voyage, j'ai envie de dire aux étudiants, suivez avec appétit vos cours. Ne les voyez pas comme une contrainte ou comme des connaissances à emmagasiner. Voyez-les plutôt comme un moment très riche dont vous n'êtes pas encore capable de mesurer tout ce qu'il vous apportera tout au long de votre vie. Et donc, emmagasiner, faites votre miel de toutes ces connaissances qui vous sont dispensées. Cette culture architecturale, elle est essentielle parce qu'elle fonde un regard plus profond, un autre regard qui s'ancre dans le temps long, mais aussi le temps court, le temps des projets qui se déroulent toujours sur des échelles qui sont tout à fait à géométrie variable. Cette culture, elle vous est indispensable pour être architecte et elle peut devenir source d'inspiration. C'est cela qui m'intéresse, c'est cela qui m'intéresse au plus haut chef. Alors je vois que la première image a été projetée sur l'écran. Elle vous semble peut-être un petit peu décalée par rapport à une leçon inaugurale sur l'architecture et le patrimoine, mais c'est volontairement que j'ai mis cette image. Pourquoi? Parce que c'est une exposition qui s'est appelée « Inspiration » du couturier belge Dries van Noten, qui a eu lieu au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Et outre le fait que cette exposition était magnifiquement scénographiée, qu'elle présentait très en finesse un travail d'un couturier, en présentant à la fois son travail, mais en l'entourant des références, en le mettant en relation avec les collections d'un musée, elle montrait ce paysage que s'est constitué ce couturier dans le cadre de son travail. Alors vous me direz, l'échelle de la couture et l'échelle de l'architecture ne sont pas les mêmes. On est face à un temps court, face à un temps long. Mais néanmoins, ce qui m'a intéressé dans cette exposition, c'est qu'elle rappelle une sorte de paradoxe. C'est-à-dire, quand on est architecte, faire part de tout cet environnement, de tout cet univers, vous vaut généralement d'être taxé soit de passéiste, soit d'historien, ce qui n'est pas en soi une critique, mais elle vous vaut plus exactement d'être placé dans un certain monde, dans un certain coin, et ce qui vaut pour un couturier, dont personne ne le taxerait ni d'historien, ni de passéiste, mais au contraire comme un acteur de la
culture contemporaine devrait valoir pour l'architecte. Et là, je dirais que peut-être il n'en va pas de la sorte en France pour plusieurs raisons. Sans doute les périmètres d'intervention dont aujourd'hui est grevé l'exercice de la profession. Sans doute les procédures d'appel d'offres qui nous donnent toujours plus de cases à cocher quand on veut constituer une équipe. Il y a l'acousticien, il y a le développement durable, et puis il y a l'architecte du patrimoine. C'est ça que je vous incite à refuser, c'est-à-dire cette catégorisation. On est architecte ou on ne l'est pas, et on est certes très fier d'avoir reçu un enseignement, mais il faudrait avoir une perception plus large de ces enjeux. Et c'est ça, ce message aussi que je veux essayer d'adresser de manière plus générale, c'est de revendiquer ce statut d'architecte, sans renier rien de mon apprentissage, rien de mes centres d'intérêt, et bien au contraire, et cela sera quelque part le sujet de mon exposé. Cet exposé, il va commencer par l'étude d'architecture de guerre, et il se terminera par un projet pour un monument à la paix. Donc évidemment, c'est un parcours particulier que j'ai eu la chance de suivre. Et cette première image, eh bien évidemment, c'était pour moi une manière de provoquer, une manière de mettre en relation l'histoire, la création, à travers un autre domaine que celui de l'architecture. Alors, je crois que j'ai une petite télécommande. Ça marche, voilà. Et puis, la deuxième image, c'est l'image d'un mur qui se trouve dans mon bureau, tout simplement, un mur sur lequel j'affiche un certain nombre de prises de vue, un certain nombre de documents que j'ai pris avec mon petit appareil photo et qui composent comme ça une sorte de mosaïque et dans laquelle finalement beaucoup de choses se trouvent emmagasinées. Et là aussi, par rapport à cette notion de création et de mémoire, j'ai trouvé les propos très beaux de François Jacob lors de son discours de réception à l'Académie française. Il avait démarré son discours de la manière suivante. « Nous sommes faits d'un étrange mélange d'acides nucléiques et de souvenirs, de rêves et de protéines, de cellules et de mots. » C'est cela dont j'ai envie de vous parler, c'est-à-dire cette manière qu'ont les choses de se croiser, de se superposer, de s'interpénétrer, et au bout d'un moment de constituer, de vous offrir à chacun de vous, à chacun d'entre nous, un regard particulier qui est porteur de cette richesse de l'humanité. Je me suis rendu compte petit à petit, en fait, que de la place qu'occupaient ces images, de la place qu'occupaient ces découvertes. C'est petit à petit que cette découverte s'est faite. Et je me suis rendu compte plus récemment que sans ce paysage mental composé de toutes ces images, comme des sensations, des impressions procurées par l'architecture, son espace, sa lumière, je ne saurais sans doute vous parler et expliciter certains des projets que je vais vous présenter. Rien de neuf, en fait, à tout cela. Là aussi, Baudelaire, visionnaire, vient à mon secours. Tout l'univers n'est qu'un magasin d'images et de signes auquel l'imagination donnera une place et une valeur relative. Il disait cela à l'occasion du salon de 1859. Vous voyez, les choses demeurent. Derrière la création, il y a toujours la mémoire, et c'est ce qui m'a amené à vous inviter à écouter mon propos intitulé « Pas de création sans mémoire ». Mon propos se déroulera un peu comme une promenade au fil du temps et d'un parcours à travers 3 murs d'images. J'ai eu envie de reproduire quelque part ce mur d'images qui est dans mon bureau, mais pour évoquer 3 temps. Un premier qui est celui de la recherche architecturale et comment je suis passé de la recherche architecturale à la pratique architecturale. Un deuxième temps qui est consacré à une série de projets et comment l'esprit des lieux, la vie des hommes, leur travail sont finalement à l'œuvre dans la fabrique des projets. Et enfin, un troisième temps, pour conclure, sur la manière dont le chemin de la création prend sa source dans la mémoire, et ce sera l'occasion de vous présenter ce projet du Mémorial international de Notre-Dame de Lorette. De la recherche à la pratique. Alors voilà, une série de documents que je vous offre comme ça à votre regard, qui va aller de l'un à l'autre, et puis que je vais vous présenter, des documents qui vous présentent
des architectures militaires. La forteresse de la Rocca-d'Anfo, au cœur des Alpes, et la citadelle de Belle-Île-en-Mer, sur les rivages de l'Atlantique. Deux sites, deux architectures, la première du XIXe siècle, la seconde du XVIIe siècle, deux appréhensions du terrain, deux façons d'imaginer et de penser la défense d'un territoire, deux séries de documents graphiques, deux séries de visions, de photos, et les images d'un chantier, celui de Belle-Île, dont je vais un peu développer l'apprentissage qu'il m'a offert. Le premier point, c'est la Rocca-d'Anfo, donc c'est ce que je vais articuler autour de l'idée de la recherche, et puis le deuxième, la pratique, en parlant de Belle-Île, et comment Belle-Île m'a ouvert les portes de la pratique. Ce premier dessin que vous voyez projeté, c'est évidemment un dessin de très, très belle qualité, et mon intérêt pour l'architecture militaire a démarré avec l'intérêt pour les dessins d'ingénieurs. Dessins d'ingénieurs qui correspondent à un grand moment à la fois de la conception et de la représentation, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, des ingénieurs qui sont brillants aquarellistes, dessinateurs virtuoses, qui en même temps ont commencé à s'emparer de connaissances scientifiques les plus développées, certains d'entre eux commençant à étudier à Polytechnique. Et donc on a ici un document absolument remarquable, qui est une élévation d'un fort que l'on doit construire devant le mont Censo, sur les bords du lac d'Hydro, en Italie du Nord. Cette élévation, elle vous présente une fortification qui est un petit peu inhabituelle pour ceux qui connaissent les forteresses de Vauban. Elle est très inhabituelle parce qu'elle est fragmentée, elle est éclatée. Elle ne présente pas ces formes de continuité, de muralité que présentent les forteresses de Vauban. Et à cela, il y a une raison sur laquelle je vais revenir. Pourquoi une forteresse à cet endroit? Tout simplement parce que c'est une vallée qui a toujours été empruntée dans les invasions allant du nord vers le sud. Et c'est d'ailleurs le premier étonnement des ingénieurs français qui construisent des ouvrages à la hâte pour fortifier ce point et qui tombent sur ce qu'on appellerait aujourd'hui des ouvrages archéologiques, un casque, des boucliers, qui remontent à la fin de l'Empire romain. Les ingénieurs à cette époque se font fort de s'intéresser à l'archéologie. Et donc ils découvrent cela et ça montre que ce point a toujours été un point d'invasion et qu'il est important de le fortifier tout simplement parce que l'armée autrichienne prend par deux fois à revers dans la plaine de l'Italie du Nord l'armée française et qu'il convient donc de fortifier ce point, donc créer un verrou à cet endroit. Ce document, avec cette forme pyramidante, vous voyez aussi écrit dans la marge des petits chiffres en noir et en rouge. Pourquoi des petits chiffres? Tout simplement parce qu'à l'époque, on se pose la question de comment représenter l'altimétrie d'un site. Est-ce qu'on la représente par rapport à un plan virtuel ou est-ce qu'on la représente par rapport à la surface de l'eau? Et donc, il y a un système de double cotation. Tout ça pour vous dire que derrière ce dessin absolument magnifique, qui a beaucoup à voir avec les dessins d'architecture néoclassique, eh bien, il y a une dimension technique. Et cette dimension technique, vous allez la découvrir ici, sur ce petit plan. Ce petit plan qui est le fait du travail d'un ingénieur qui s'appelle François-Nicolas Benoît Axot. Et ce petit plan, il est sans doute la première réalisation sur le terrain d'un plan à courbe de niveau équidistante. Une manière de relever le relief qui n'existait pas jusqu'à présent et qui est rendue possible par les travaux en géométrie descriptive de Gaspard Monge. Gaspard Monge qui forme les premiers ingénieurs dès la création de Polytechnique et qui va leur donner un outil qu'ils vont mettre en œuvre sur des territoires à fortifier. Et donc c'est cela. Mais ça c'est la première chose. On les voit peut-être mal, mais on voit des fils comme ça, qui sont toutes ces courbes de niveau. Et puis on voit une forme finalement assez classique, assez traditionnelle, pour ne pas dire un petit peu héritée de l'âge de Vauban, et qui ne présente pas guère de caractère de novation. Mais un deuxième ingénieur, Liedo, va lui tirer parti de cette connaissance parfaite du terrain et va fragmenter, éclater cette fortification en lui donnant des points importants, une tour qui permet de voir très loin jusqu'à 30, nous sommes entre 30 et Brescia, une tour qui permet de voir loin, un ouvrage qui permet de contrôler la vallée et un autre ouvrage qui permet de contrôler la route. Et puis toutes sortes d'ouvrages qui occupent des points qui sont déterminés par le relevé de topographie et qui sont déterminés par les angles de tir et
qui dit angle de tir, dit angle de vue. Donc comment, à partir d'une connaissance fine du terrain, d'un seul coup, on assiste à un complet renouvellement de la pensée en matière d'architecture de défense. On se rend compte qu'il n'est plus utile de construire des murs continus, que ça ne sert à rien, que ça coûte cher, et que c'est parfois inopérant, et qu'il vaut mieux contrôler des points précis. Alors après avoir découvert cet ensemble, évidemment, la première envie, c'était d'aller le découvrir sur site et de voir s'il en restait quelque chose en dehors de cette maquette. Cette maquette qui, il faut bien le dire, est réalisée à l'époque pour être présentée au premier consul, Bonaparte, qui ne sait pas lire les plans à courbe de niveau équidistante. Donc, ce que certains plus tard appelleront le plat de nouilles, ces fils de courbe de niveau, eh bien, il ne sait pas vraiment les lire, et les ingénieurs, rien n'a changé là non plus sous le soleil, se disent que pour convaincre le décideur politique, rien ne vaut une belle maquette, une maquette démontable. Une maquette qui représente le site dans sa totalité. Et aller voir, c'était évidemment la première curiosité que j'avais, et voilà ce qu'on découvre quand on rentre à l'intérieur de la tour tout en haut, une espèce d'escalier hélicoïdal, un ensemble d'embrasures à 360 degrés, et une tour qui émerge, qui apparaît de la sorte tout en haut, qui domine le paysage, avec une lunette à feu de revers qui se trouve en contrebas, qui assimile des techniques qui sont celles des ouvrages d'art, avec les avant-becs de pont en granit que vous voyez, des systèmes de construction de voûtes en briques, à l'italienne ou à la romaine, j'aurais envie de dire, et puis aussi des ouvrages, des tracés liés à la fortification. Donc une synthèse assez exceptionnelle, et ici, vous comprenez bien forcément, sur cette dernière photo, l'importance, le rôle de verrou que peut jouer cette fortification sur cette unique route qui chemine en contrebas et qui permet d'aller de Trento à Brescia, et qui permet donc de passer d'Autriche en Italie, pour dire les choses simplement. Voilà, c'est la première, je dirais, le premier élément d'un travail de recherche, de chercheur, parce que, voilà, suite à mes études d'architecture, j'étais dans cette idée de travailler dans la recherche en architecture, et je n'avais pas l'idée d'aller travailler dans une agence ou d'ouvrir mon agence, encore moins. Et puis, un deuxième temps est venu, qui est le temps de la citadelle de Belle-Île. Voilà une photographie de cette citadelle, une photographie aérienne qui vous la montre dans son état des années 70, mangée par la végétation, les toits perforés, et qui apparaît comme une belle endormie au bord de l'Atlantique, avec sa géométrie dont on devine à travers le couvert végétal les tracés, mais qui reste assez éloignée de nous malgré tout. Cette citadelle, c'est ce qui m'a fait basculer de la recherche à la pratique. Une rencontre, mais qui démarre par la recherche en architecture, un colloque sur les fortifications de Belle-Île, et il se trouvait qu'à Belle-Île, l'enceinte urbaine était une enceinte qui datait de la même époque que la forteresse de Roccadanfo que je viens de vous montrer. Donc une rencontre avec le propriétaire de ce lieu, André Larquetout, qui avait acquis la citadelle lors d'une vente à la bougie en 1960 et qui n'en avait pas fait grand-chose jusqu'à ce qu'il se décide à prendre sa retraite et qu'il se décide de vendre les biens qu'il possédait à Paris, à savoir le passage Dauphine et quelques immeubles adjacents. Cette citadelle, elle était inscrite à l'inventaire supplémentaire en 1930, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et quand André Larquetout me revient vers moi 1 ou 2 ans après ce colloque et me dit « J'aimerais que vous vous occupiez du chantier de la citadelle ». Je me posais la question si c'était un canular, s'il se moquait de moi ou s'il était sérieux. Je pense toujours à cette phrase de Victor Hugo « Rien n'est plus imminent que l'impossible ». Faire une proposition pareille à un jeune architecte sans agence et sans expérience, qui aurait cette idée aujourd'hui quand on voit les difficultés d'accéder à la commande pour les jeunes architectes. Donc, je l'écoute et puis frileusement, je me réfugie derrière une exposition, un catalogue en lui disant « je n'ai pas le temps, je suis débordé ». Et puis, il persévère. D'abord, il mécène quelques maquettes pour l'exposition et puis, à un moment, il me dit « bon, maintenant, il faut venir voir mon chantier, j'ai besoin de vous ».
j'y vais à reculons, je dirais, parce que très impressionné par ce lieu, 10 hectares de terrain, des kilomètres et des kilomètres de remparts, des milliers de mètres carrés de bâtiments, et une entreprise qu'il a créée pour ce faire, qui est déjà à l'œuvre avec une trentaine de personnes, qui travaillent dans tous les coins, partout, visiblement sans plan d'ensemble, et avec une envie de donner la priorité au béton armé, car pour un homme de cette génération, né au début du XXe siècle, le béton armé, c'est l'avenir, c'est le progrès, c'est un matériau qui va nous permettre de faire durer plus longtemps la citadelle et les ouvrages de Vauban que la manière dont ils étaient construits initialement. Donc évidemment, une situation assez difficile, le ministère de la Culture inquiet, relativement, sinon impuissant, en tout cas étonné et inquiet de la tournure que peuvent prendre les événements, parce que 30 personnes à temps plein tous les jours sur un chantier, ça en abat du boulot. Et donc les choses se déroulent de la sorte avec un certain nombre de fausses notes. André Larquetout m'avoue avoir déjà consulté différents architectes, mais il veut avoir quelqu'un qui est à sa disposition, qui ne travaille que pour lui et qui peut lui consacrer tout son temps, et qui est passionné d'architecture militaire. Donc évidemment, je semblais réunir toutes les caractéristiques, et c'est là que mes années de formation à Chaillot ont joué le rôle d'un sésame. C'est qu'à un moment donné, la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne dit « Écoutez, vous êtes bien gentil, vous nous proposez un architecte, mais a-t-il fait Chaillot ?» Je me rappellerai toujours du coup de fil d'Anna vers 23h, parce que la citadelle, c'était leur vie, et c'était jour et nuit, samedi et dimanche compris, qui m'appelle en me disant « Avez-vous fait Chaillot ?» Alors, je lui avais dit que je l'avais fait, mais je crois qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait, qu'elle n'avait pas enregistré. Et donc je lui ai dit, et elle m'a dit, alors c'est parfait, on y va comme ça. Voilà. Et donc me voilà engagé dans cette aventure pour un jeune diplômé de Chaillot, sans expérience et sans agence, avec simplement l'enseignement qu'il a reçu dans cette école sur la construction, sur l'histoire, avec simplement la connaissance de l'histoire de cette architecture militaire comme seul bagage au milieu d'un chantier qui avait présenté un petit peu le caractère d'un océan un peu démonté. Beaucoup de choses engagées, débutées, sans que rien ne soit vraiment terminé, et des questions qui se posent à beaucoup. Et là, c'est vraiment une histoire de transmission. C'est André qui me dit un jour, presque au tout début, je l'avais noté, donc j'ai retrouvé cette petite phrase, « Vous êtes jeune et passionné, je suis âgé et plein d'expérience, nous avons tous les deux tout à gagner à travailler ensemble. » On ne peut pas être plus direct, et c'est ce qui va m'amener à travailler pendant une douzaine d'années à leur côté, à traverser des orages, à découvrir des horizons bleutés, à avoir des grands rayons de soleil sur un site exceptionnel, et c'est ce qui va me donner la possibilité d'ancrer un travail dans le long cours, avec une maîtrise d'ouvrage privée, sans la procédure de renouvellement par appel d'offres inéluctable dans le cadre de marchés publics, avec une relation très directe avec les équipes du chantier et avec un chef de chantier, Osvaldo Cao, grand Italien, élégant, qui me regarde et me toise en se disant quel est ce petit architecte que mes patrons ont été trouvés pour mener à bien une pareille tâche. Donc une situation un petit peu étonnante, et très vite, évidemment, je retourne vers mes premières amours, la recherche, c'est-à-dire il me fallait avoir les clés de l'histoire de ce monument pour être capable d'apporter des réponses. C'était des réponses comme un feu d'artifice. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, comment on fait? Et là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et ainsi de suite, sur un bastion, sur une courtine, dans un bâtiment, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, je commence ce travail qui les convainc et me disent il nous faut une documentaliste à temps plein, sinon ça n'est pas gérable. Donc, ils embauchent une documentaliste à temps plein et le travail commence avec une grande activité de recherche, de documentation, ouvrage par ouvrage. Donc, une chance exceptionnelle. Et le retour aux archives, évidemment, c'est la meilleure source pour moi. Vous avez là quelques photos des ouvrages recouverts de végétation et puis des ouvrages qu'on découvre sous le couvert végétal, intacts, dont certains, on était persuadés qu'ils avaient totalement disparu.
Et ils sont encore là, c'est ce qu'on voit, ce sont ce qu'on appelle les dehors, ces ouvrages de fortification avec des engins pour débroussailler, redégager, remettre tous ces murs à jour. Et puis là, ces plans qui vont me permettre de me constituer l'épaisseur historique nécessaire à une appréhension globale du site et à proposer une réponse à la question qui est posée: dans quel état va-t-on restaurer la citadelle de Belle-Île-en-Mer? Quel état? Ça veut dire pour les spécialistes, quel est l'état historique de référence? Évidemment, une question pertinente, mais une question difficile. Et là, vous avez un plan dressé par Vauban lors de son premier voyage en 1683, et ce plan, il est très intéressant parce qu'il montre comment ces ingénieurs travaillent. Ils travaillent avec une gamme de couleurs, ici le jaune et le noir, mais ça peut être le rouge et le noir, le rouge et le jaune, pour présenter ce qui existe et ce qu'ils vont transformer, modifier ou construire de neuf. Et c'est une vision simultanée. Et ce code couleur, c'est une véritable clé de lecture pour suivre à travers des milliers de plans d'archives, car les ingénieurs avaient cela d'utile pour nous aujourd'hui, c'est qu'ils produisaient beaucoup de dessins tous les ans pour demander des budgets, beaucoup de devis, beaucoup de mémoires, beaucoup de textes, qui sont évidemment une source documentaire absolument extraordinaire. Et là, c'est un tout premier plan avec cette enceinte en jaune que vous voyez, qui est une enceinte que Vauban va modifier dans son tracé pour la rendre efficace du point de vue de la géométrie. Et c'est ce qui nous a amené à nous livrer à l'agence à un travail de maquette pour essayer de comprendre comment cet ensemble se transformait. Un ensemble qui se transforme à plusieurs mains, des générations d'ingénieurs depuis les années 1680 jusqu'aux années 1880, qui se transforme à plusieurs mains, sans plan préétabli finalement, sans idée globale, unique et unitaire, mais qui se transforme au fil de temps en raison des besoins, des impératifs, des évolutions de l'art de la guerre, et donc qui se transforme en permanence sur lui-même. Cette approche-là, elle est évidemment très intéressante parce qu'elle nous place dans un processus de transformation, un processus beaucoup plus long, dont on connaît le point de départ, mais dont on ne connaît évidemment pas le point d'arrivée, bien plus tard, dans quelques 10 ans, dans quelques 50 ans, dans quelques 100 ans. Donc, elle nous ramène au rôle d'un acteur temporaire sur un site, sur un édifice, et elle nous fait nous poser la question de la place de notre intervention et justement de l'état historique. C'est ce qui m'a fait toucher du doigt, en fait, pour la première fois, l'idée que peut-être l'état historique pouvait être différent selon le bastion que l'on considère. Tout simplement parce que c'est une grande échelle. D'un bastion, on ne voit pas l'autre. Donc il n'y a pas de simultanéité. Et l'idée d'un état globalement cohérent est à la fois une idée qui est un petit peu décalée par rapport à l'histoire même de cette architecture militaire, qui est faite de transformations successives pour répondre à des besoins techniques, mais ça veut dire qu'on peut transformer le bastion de la mer à un moment, transformer le bastion du Dauphin à un autre, c'est-à-dire que les transformations ne sont pas simultanées, les crédits, les budgets sont toujours comptés, Louvois écrit toujours à Vauban pour lui dire que c'est trop cher, que ça va prendre trop de temps. Là encore, rien n'a changé sous le soleil. Et donc, on transforme un ouvrage, un autre 50 ans plus tard, un troisième 100 ans plus tard. Donc, il n'y a pas de cohérence d'un État, il y a une échelle de sites qui fait que différents États se voisinent. Et c'est ce qui m'a amené à apporter une réponse concrète, tant par rapport à une question de mise en route et d'ordonnancement de travaux que par rapport à des états de chacun de ces ouvrages. Certains pouvaient être conservés ou certains pouvaient être remis dans un état avec une grande cohérence, l'un du 18e, l'autre du 19e, un autre du 20e, parce que des transformations un peu irrémédiables s'y étaient opérées. Et donc de ne pas chercher à reconstituer l'intégralité. Même si André me disait, il y avait 17 échauguettes du temps de Vauban, je veux remettre en place 17 échauguettes. Évidemment, on n'en est pas allé jusque-là, et voilà le dessin de Vauban en élévation qui est intéressant, qui présente cet ensemble, les 4 élévations de la citadelle de Belle-Île-en-Mer. Et vous voyez là, si vous avez de bons yeux, vous voyez là, entièreté, représenter l'état de cette citadelle dans l'état où Vauban la découvre en 1683. Ce qui le frappe tout de suite, c'est que la géométrie débouche sur un mauvais flanquement
Et l'altimétrie débouche sur le fait que la citadelle est commandée par des hauteurs et que donc elle est impropre à résister à un véritable siège. Donc ce qu'il propose, c'est de modifier l'enceinte que vous avez vue en jaune, de lui redonner une bonne géométrie, et il propose de remonter l'ensemble pour être capable d'échapper, de ne plus être commandé par les tirs adverses depuis les hauteurs. Donc vous voyez ce dessin qui cumule deux états, là encore, l'état existant, l'état projeté, qui est un document très intéressant, et vous voyez évidemment les échauguettes dont je vous parlais, dont rêve André Larquetout, qui se dit c'est l'œuvre de ma vie, je veux aller vite, et je veux remettre cette citadelle dans l'état où l'avait connue Vauban, de manière à la fois naïve et extraordinaire, cette ambition, cet engouement à mettre tous ses moyens dans ce travail à ce moment-là. Et ça débouche sur, effectivement, la remise en place d'une échauguette. J'en ferai sans doute pas d'autres dans ma vie, mais voilà, une échauguette qui se remet en place là où elle devait être, qui est neuve. À l'époque, Elisabeth Alain-Dupré, journaliste au Moniteur, m'avait dit c'est le mètre carré le plus cher construit en France. Je ne sais pas si elle avait raison. C'était un peu le début de l'époque des concours, avec le bâtiment le plus cher du monde, avec tout ça. Et donc, en tout cas, un travail absolument passionnant, parce que tout est réglé par la géométrie, le cordon, la tablette, l'angle, et ainsi de suite. Ce sont des constructions modulaires où tout est décidé par la géométrie et où finalement les modèles sont préétablis et quelque part on n'a plus qu'à reproduire, je dirais, tant les instructions de Vauban sur les dessins de ses ouvrages sont précises. Et d'autres espaces absolument incroyables, je reviens en arrière, des espaces comme ceux-là qui vous marquent forcément, le couloir périphérique autour de la poudrière circulaire, avec l'intérieur, qui est un des rares endroits où on voit une superposition de strates, ou peut-être ce qui peut subsister d'une tour de fortification médiévale qui a complètement disparu, complètement reprise par Vauban et ses successeurs, avec une coupole en pierre appareillée, avec l'ancêtre de la ventilation haute, la ventilation basse se trouvant sous le plancher, donc avec des problématiques thermiques, on dirait aujourd'hui, ou d'hygrométrie. Donc un site qui évidemment présente une foule de bâtiments, d'ouvrages, d'éléments absolument marquants, forts, très présents, qui ne peuvent pas vous laisser insensibles. Et ici, l'intérieur de l'Arsenal. L'Arsenal, construit en 1780, après un siège remporté par les Anglais qui occupent Belle-Île pendant 3 ans et que les Français échangent, on a coutume de dire dans les manuels d'histoire, contre l'Inde et le Canada, de manière un peu réductrice et un peu rapide, évidemment. Donc Belle-Île redevient française et les ingénieurs français se remettent à construire et ils construisent un arsenal que vous voyez là, assez délabré, en mauvais état, que André et Anna Larquetout ont décidé de faire le cœur vivant de la citadelle, c'est-à-dire d'en faire un lieu qui va pouvoir accueillir toutes sortes de manifestations. Au préalable, j'ai oublié de dire quelque chose de très important, ils ont réouvert le site au public. Ils ont réouvert le site au public alors qu'il n'y avait pas encore l'eau courante et l'électricité, mais parce que c'était leur intention, de rendre ce lieu visitable, ouvert, accessible à tous. Et puis après, ils se lancent dans leurs travaux, et à un moment donné, les travaux ayant démarré sur beaucoup de fronts, eh bien, ils se disent, il faut quand même qu'on concentre nos efforts, et on va faire de l'Arsenal un lieu ouvert et dédié à des manifestations diverses et variées. Donc avec cette question impossible pour l'architecte, qui est de dire, il faudrait quelque chose qui s'adapte à tout, et sans qu'on voit rien. Vous voyez, une question assez étonnante. Donc il faut que ça s'adapte à tout, mais qu'on ne voit rien. Donc l'architecte est là pour réfléchir, pour proposer des solutions. Et c'est vrai que c'est un travail un peu d'une part de rendre le lieu possible pour le public, mais aussi d'essayer de masquer ou de dissimuler ou de rendre invisibles les éléments techniques que sont les fluides, qui sont toujours une grosse préoccupation quand on intervient dans des ouvrages comme ceux-là. Alors là aussi, les archives, qu'est-ce que c'est un arsenal? C'est des canons au rez-de-chaussée, c'est des fusils au premier étage, donc des natures d'ouvrages très conçues en fonction de la fonctionnalité de l'ouvrage. Et là, une photo une fois l'ouvrage restauré. Une photo qui vous montre, nous sommes dans le comble, cette espèce de forêt de bois récupéré pour certains d'entre eux, neuf pour d'autres, dont l'effort est d'essayer de rendre tout cela cohérent, visuellement, agréable.
et puis qui délivre aussi des géométries étonnantes, des géométries, cette géométrie de cette lucarne, vous voyez, est tout à fait, nous renvoie vers un autre univers de géométrie et de poésie que celui simplement de Vauban. Donc, un ensemble absolument incroyable qui m'a été donné de pouvoir parcourir, sur lequel j'ai pu travailler pendant une douzaine d'années. Et ce qui m'a donné aussi une chance extraordinaire, c'est de voir le même site l'hiver, l'été, l'automne, au printemps, le jour, la nuit. Et évidemment, c'est là qu'on se rend compte qu'un monument, ça se découvre avec le temps, ça doit s'envisager sous tous les regards, et que l'on découvre, alors qu'on est là depuis 5 ou 6 ans, qu'on n'avait jamais vu les impacts de boulets sur un mur, tout simplement parce qu'il n'y avait jamais eu la lumière rasante qui, d'un seul coup, vous révèle des aspérités, des trous, des creux, des bosses. Eh bien, ça rend humble, parce qu'on se rend compte qu'on connaît sans tout à fait vraiment bien connaître, et que le temps est nécessaire. Voilà un peu cette premier morceau, ce premier temps dont je vous parlais. J'ai appris aussi quelque chose de très important, c'est le propos des ingénieurs, c'est l'art et la nature. Alors pourquoi parlent-ils d'art et de nature? Parce qu'ils veulent toujours utiliser ce que la nature met à leur disposition pour réduire la part qui revient à l'art. La défense peut être assurée par un relief, une topographie, un cours d'eau, un marécage. Et puis, parfois, la nature ne met pas tout à votre disposition. Donc il faut construire quelque chose, il faut réaliser quelque chose de neuf qui va compléter ce qu'a mis à votre disposition la nature. Et c'est cette démarche par art et par nature qu'utilise toujours Vauban, mais comme ses prédécesseurs, dans cette idée du neuf et de l'ancien, de l'artificiel et du naturel, et donc cette idée qui est toujours sous-tendue par la recherche de l'économie des moyens, d'une part, des moyens à mettre en œuvre, au regard du temps qui s'écoule, et recherche aussi d'économie des ressources naturelles que sont l'eau, comment on recueille de l'eau, comment on la stocke, toutes ces ressources naturelles dont aujourd'hui nous avons pleinement pris conscience de l'enjeu qu'elles constituent pour la société, pour l'humanité. Ces hommes, parce qu'ils se placent dans l'idée d'être assiégés, d'être encerclés, d'être enfermés, eh bien, se posent beaucoup la question de l'économie des ressources naturelles, et on a beaucoup à apprendre d'eux. C'est tout ça ce qui m'a amené, évidemment, à un moment, en 2007, lorsque le tricentenaire de la mort de Vauban s'est organisé et que la Cité de l'Architecture a organisé une grande exposition. C'est ce qui m'a amené à me dire que dans ce contexte où il y allait avoir beaucoup de livres d'historiens, de géographes, de statisticiens, de politiques, de militaires sur Vauban, y aurait-il un livre émanant d'un architecte ou d'un urbaniste ou d'un paysagiste? Donc je me suis lancé à l'aventure et me suis donné quelques semaines pour finalement condenser tout ce que m'avait appris ce travail sur ces sites et en quoi ça pouvait constituer un mode d'appréhension des projets. Et donc j'ai donné ce titre qui a pu paraître peut-être sibyllin ou étonnant, le style de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que le style, non pas dans la manière dont l'entendent les historiens de l'art, mais le style dans la manière de faire. Quelle est la manière de faire, la bonne manière de faire? Et l'intelligence au sens de la faculté de comprendre. C'est cela qui guide Vauban en permanence dans son travail. Pourquoi pas par une doctrine, mais tout simplement parce que le temps et l'argent manquent systématiquement et que donc il faut utiliser cette intelligence, mettre ce style de l'intelligence à l'œuvre pour être capable d'aller plus loin, d'aller plus vite et de réaliser le strict nécessaire. Et donc cet ouvrage, je l'ai écrit en me disant que ça pouvait être une contribution et mettre sous les feux d'un projecteur du monde contemporain l'œuvre de Vauban, son travail, sa manière d'apprendre. Alors quand je dis l'œuvre de Vauban, c'est immensément réducteur, c'est des centaines d'ingénieurs, c'est une organisation assez impressionnante et évidemment, s'il signe le plan, des équipes entières sont dédiées à ce travail. Mais on en a gardé le commissaire général et derrière lui, évidemment, des équipes nombreuses avec lesquelles il discute, des fois avec lesquelles il se chamaille, où il ne partage pas le point de vue, une notion beaucoup plus complexe. Et puis, évidemment, quand on pense à tout ça, on ne peut pas s'empêcher de relire avec certaine émotion certains propos de Louis Kahn. Vous savez que pour Louis Kahn,
la citadelle, le château fort, c'est le point de départ de la maison, de la ville. C'est une sorte d'archétype. Et à ses yeux, ce monde, à l'intérieur d'un monde, finalement, il est toujours une expression d'un besoin qu'éprouve le genre humain, d'un endroit où on peut se retirer, qui peut constituer une sorte de, sinon de refuge, de lieu en dehors du monde, où on retrouve une certaine sérénité, une certaine paix. Donc évidemment, cette architecture militaire, il faut la regarder avec ces yeux-là pour qu'elle nous soit utile dans notre travail d'architecte. Alors, ce deuxième temps, qui est un temps qui parle de l'esprit des lieux, qui parle de la vie des hommes et qui parle de la fabrique des projets, j'ai choisi de montrer quelques projets que j'ai choisis pour essayer de dégager justement une manière d'appréhender les questions dans des temps différents. Et vous avez ici, pêle-mêle, un certain nombre de projets qu'on va découvrir ensemble. Ça va de la ZAC de La Réunion en haut à gauche à la Monnaie de Paris en bas à droite, en passant par le Centre de développement chorégraphique de Vitry ou la Forge de Belleville, ou encore des projets ou des concours comme le site de Luxeuil-les-Bains ou l'école militaire avec le projet de l'état-major de l'armée de terre. Donc des projets assez variés, sur lesquels je vais essayer de vous emmener. Ce premier temps, je dirais, avec la ZAC de La Réunion d'un côté et la Forge de Belleville, j'aurais envie d'appeler ça le temps des ZAC, c'est-à-dire une époque, à la fin des années 90, où beaucoup de ZAC ont pris une vitesse de croisière et où, dans la longue tradition de la résorption de l'habitat insalubre hérité des enquêtes sur le choléra au XIXe siècle et des îlots insalubres de l'après-guerre, on cherche à rendre salubre à tout prix un certain nombre d'îlots, à remembrer des terrains et à y construire des logements neufs. Tout cela, évidemment, avec des outils très, très, très puissants qui sont ceux que donne une ZAC, une zone d'aménagement concerté en matière d'urbanisme, et avec les moyens modernes, avec les engins, avec l'échelle des entreprises, et ainsi de suite. Et là, c'est une photo, c'est la première fois où je vais sur ce site de la ZAC de La Réunion, où je suis envoyé par la régie immobilière de la ville de Paris, qui doit récupérer le terrain une fois que les travaux de démolition sont réalisés, qui m'envoie en me disant « Est-ce que vous qui vous intéressez au patrimoine, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est obligé de tout démolir ? Est-ce que vous pensez qu'on est obligé de tout démolir ? Question un peu étrange, sachant que sur tous les immeubles sont affichés des permis de démolir. C'est-à-dire que l'aménageur a cherché à préparer le terrain, a attendu d'avoir tous ses permis de démolir pour commencer la démolition et donner à l'opérateur un terrain nu. Donc c'est ce premier temps, on est à la fin des années 90, 97 je crois, ou 96, et c'est un souvenir très fort. Vous voyez l'étonnement de cet ouvrier avec sa masse qui vient de sortir de sa pelleteuse, qui me regarde, qui doit se dire qu'est-ce qu'il fait là. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs qu'on ne pourrait plus pénétrer sur le chantier. Les chantiers sont bâchés, il est très difficile d'y accéder. Là, je suis sur la montagne de Gravois, comme lui, et puis il se demande un peu ce que je fais là. Vous voyez ces deux immeubles d'architecture dite faubourienne, une architecture très simple, là aussi économe de ses moyens, murés, on passe d'être démolis. Et c'est évidemment, là aussi, une grande interrogation. Le diagnostic, aller sur les lieux, ça permet de se rendre compte, bah oui, il y a certains bâtiments qu'on pourrait tout à fait conserver, et pourquoi ne le fait-on pas ? Parce que la machine est lancée, c'est pas de la faute à l'un à l'autre, c'est une machine, c'est une opération d'urbanisme, les outils sont en place, les permis de démolir sont obtenus, les marchés de travaux de l'opérateur, de l'aménageur sont donnés aux entreprises de démolition, et voilà. Donc, voilà le plan de masse sur la gauche. Vous voyez tout de suite ces grands bâtiments en jaune et en rouge, vous voyez des échelles. On cherche à donner des échelles aux bâtiments plus importantes, pour des raisons de mètres carrés à trouver, pour des raisons économiques. Et tout cela, pavé des meilleures intentions, débouche petit à petit sur l'effacement d'un quartier. Donc cette situation, elle voit la montée en puissance des associations. C'est des associations qui se posent la question de pourquoi on est obligé de tout démolir. Et dans cette mission, là aussi, je me raccroche à l'archive, au cadastre, comprendre comment ce quartier s'est constitué, comprendre comment
il est constitué en fait de plusieurs temporalités. La rue des Vignoles, c'est la rue des vignobles. C'était un territoire agricole de viticulture, et ce parcellaire en lanière, eh bien, il est hérité de ces terrains de culture de la vigne. C'est cela, mais c'est aussi un peu avant des maisons de plaisance en dehors de l'enceinte des fermiers généraux. Donc des maisons qui ne sont pas construites à l'alignement, mais qui sont construites en retrait, avec un jardin de devant, sur la rue, donc un modèle différent, et puis aussi quelques petits immeubles de rapport, comme on a vu tout à l'heure, donc des typologies différentes et intéressantes, avec lesquelles il y a quelque chose à faire, et notamment en termes de parcellaire, c'est-à-dire que le parcellaire, dans un système comme celui-là, qui présuppose un effacement du parcellaire pour opérer un remembrement, eh bien, l'échelle de la ville, l'échelle du quartier, elle est donnée par le parcellaire. La parcelle, quand tout a disparu, elle subsiste, elle est là. Il y a encore des traits qui sont la dernière trace historique du découpage du sol. Et c'est quelque chose évidemment d'extrêmement précieux parce que ça définit une échelle, un rapport de largeur, de profondeur, une orientation, une organisation du sol. Même quand tout a disparu, ce découpage parcellaire fait encore sens et permet encore de lire la formation de la ville. Donc, une proposition diamétralement opposée avec des plans, des bâtiments qui sont ces bâtiments que je choisis de garder, qui sont les seuls qu'on puisse encore garder parce que tous les autres ont déjà quasiment été démolis. Mais ces bâtiments, finalement, à partir du moment où on les conserve, ils imposent de travailler avec ce parcellaire préexistant. Et évidemment, c'est une articulation qui, d'un seul coup, permet de retravailler à une certaine échelle de bâti, à un certain rapport de plein et de vide. Et la question, évidemment, suivante, côté RIVP, c'est de me dire, bon, c'est bien joli tout ça, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on va pouvoir trouver le même nombre de mètres carrés au final, puisque un opérateur, un constructeur, c'est ce qu'il cherche, c'est son équilibre financier. Et donc c'est tout un travail qui, en s'articulant à la parcelle et à une diversité de programmes aidés et de programmes très sociaux, de différentes natures de programmes de commandes, qu'on arrive à articuler une échelle de bâti différente. Les deux immeubles au moment sur le chantier que je vous ai présenté sont là. Là, c'est un système en impasse qui reprend un parcellaire en lanière. Et puis là, c'est un de ces pavillons construit en recul d'alignement volontairement au moment de sa construction. Donc, conserver ici des bâtiments qui subsistent, garder des particularités qui sont des tensions, c'est-à-dire simplement se dire que là, on n'a que 3,50 m de large, deux bâtiments qui sont très près l'un de l'autre, faire le possible avec le règlement tel qu'il prévoit les choses, et de manière à redonner une occupation de l'intériorité de ces parcelles, de leur redonner un fonctionnement intérieur différent de celui qui préexistait, parce que par définition, il y a des bâtiments neufs, et trouver aussi une forme d'écriture architecturale, j'allais dire discrète, ou en tout cas qui s'inscrive dans l'architecture préexistante, qui ne cherche pas à heurter, qui ne cherche pas une architecture qui crie, qui cherche à exister en se parant d'une modernité en rupture, mais au contraire à préserver là où déjà beaucoup de démolitions ont eu lieu et où finalement beaucoup de dégâts se sont opérés. Et là, une vue intérieure qui montre aussi qu'à partir du moment où on a traité un mur qui n'était pas fait pour être vu, une autre écriture architecturale est possible. On peut, repartant de cette situation, organiser des espaces intérieurs à l'îlot différents, avec des traversées possibles. On peut écrire des façades différentes parce que la situation a changé et que tout cela devient possible. Alors, c'est, je disais, le temps des AC. Et le temps des AC, c'est aussi pour moi un moment important avec la Forge de Belleville. La Forge de Belleville, qui est un petit projet par la taille, mais qui est un projet important par la situation dans laquelle se trouve ce projet. On est en plein cœur d'îlot. Voilà une photo là aussi au moment d'une visite. Donc vous voyez, les visites, c'est toujours un moment fort avec des impressions, avec ces grands arbres, avec ces quelques peintures sur les murs, déjà des choses qui ont été démolies là aussi en prévision de nouvelles opérations. Et puis c'est un moment, c'est un processus qui va être arrêté par quelqu'un qui se reconnaîtra, qui est dans la salle d'ailleurs. C'est un processus de démolition qui est engagé là aussi avec des permis, avec ceci, avec cela, qui va être arrêté par la ville,
qui se rend compte qu'il y a un enjeu, un autre enjeu. D'abord, un squat d'artistes, c'est devenu un peu banal, mais un squat d'artistes, là, qui occupe les lieux. Ensuite, des bâtiments dont certains, effectivement, ne tiennent plus debout, mais dont d'autres ne sont pas en si mauvais état que ça. Et puis, une idée qui est de se dire, finalement, on peut peut-être conserver tout cela. La pelleteuse s'arrête devant les squatteurs, et la pelleteuse s'arrête, et là, se pose la question de comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, un travail de dentelle, un travail de couture, qui amène, évidemment, à une compréhension des lieux. Voilà ces intériorités très étroites, un plan. Alors cette technique du rouge et noir, je l'ai repris, je l'ai réutilisé régulièrement à l'agence. Donc là, un bâtiment que l'on conserve, des bâtiments qui sont conservés, et puis des bâtiments neufs qui viennent s'inscrire et qui viennent travailler en équilibriste avec les problématiques de règlement, mais pour garder ces proximités, ces contiguïtés, ces étroitesses qui font la qualité de cet ensemble. Ça, c'est la partie qui est restaurée. Et puis finalement, les nouveaux ateliers que l'on va construire, on va les construire en essayant de travailler avec des matériaux de notre temps, mais tout simplement en travaillant avec des principes d'écriture, de structure, d'architecture qui sont déjà présents sur le site pour conserver un rythme. Et c'est ce qui fait que sur la première image en noir et blanc, il y a à la fois du neuf et de l'ancien, et que finalement, on ne le voit pas, sauf à y prêter une certaine attention et à prendre un peu de temps pour regarder cela de près. Dans les deux cas, en fait, l'architecture est au service de la ville constituée. Elle cherche à s'inscrire dans une identité, à la prolonger tout en la renouvelant progressivement. Les deux autres cas que je vais vous présenter, les deux autres sujets que je vais vous présenter maintenant, ce sont, je dirais, c'est la problématique construire en site à haute qualité patrimoniale. C'est-à-dire, on parle de haute qualité architecturale, on parle de haute qualité environnementale. Alors pourquoi parle-t-on pas de haute qualité patrimoniale ? Ici, on est à Luxeuil-les-Bains, le site d'une ancienne église dont les ruines ont été retrouvées, et surtout des dizaines, pour ne pas dire une centaine de sarcophages qui se trouvent là. Et là, une recherche de comment venir protéger ces éléments, comment venir les couvrir, permettre leur découverte au public, et une circonstance, quelque chose qui me frappe, qui est à ce moment-là, c'est l'exposition au Louvre sur le trésor de Saint-Maurice d'Agone, qui est rigoureusement contemporain, qui est pas si loin que ça de cet endroit, et qui parle du travail d'orfèvre qui se déroule autour des reliquaires. Vous voyez cet élément, c'est un reliquaire du 8e ou du début du 9e siècle, et évidemment vient cette idée de dire que là, c'est le trésor de Luxeuil, cet endroit, cet abri de fouilles pourrait être comme un reliquaire de ruines et de sarcophages, et qu'il pourrait réfléchir avec une volumétrie qui parle de tout cela sans être mimétique. Puis là encore, finalement, la cabane Vauban qui regarde la baie du Mont-Saint-Michel, finalement, pourquoi ne pas trouver une écriture simple, une forme pure, une forme forte, diraient certains. Et c'est ce qui est possible, que l'on voit ici avec ce petit croquis, et qui finalement, par une géométrie simplifiée, peut permettre d'avoir ce propos. Et par une vêture, par un travail de l'enveloppe, où on est dans une enveloppe où on n'a pas besoin de chauffer l'intérieur, on n'a pas besoin d'être avec des conditions spécifiques, particulières, où ça peut donc être un travail simplement de métal, de découpe, de volume, pour fragmenter cette forme forte, pour lui donner une autre échelle en rapport avec celle de la ville. Donc, un concours perdu, mais parfois les concours perdus vous font plus avancer que les concours gagnés. Et puis un autre cas, un concours gagné mais interrompu pour cause de Balargone, vous savez, l'état-major des armées qui se construit du côté du boulevard Victor. C'était le projet de l'état-major de l'armée de terre. Projet de l'état-major de l'armée de terre dans l'école, au sein de l'école militaire, donc un site classé au titre des monuments, au titre des sites, avec des problématiques de sécurité importantes. Et donc là aussi, un travail avec un grand système de composition qui est celui que met en place Gabriel quand il construit sur ce site, et donc avec une emprise pour ce grand bâtiment neuf de l'état-major de l'armée de terre
qui s'inscrit en fait à l'alignement de ce grand rectangle. Donc un travail de géométrie simplement pour inscrire dans un système de composition très fort un bâtiment neuf au volume important. Ici, on a une lecture de ce bâtiment et on devine ici comme des passerelles. On a aussi la lecture de cette fragmentation. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un ensemble bâtiment assez complexe, pour peu qu'on les regarde d'un peu près, qu'on a des bâtiments plus bas, des bâtiments plus hauts, et donc ce grand bâtiment doit travailler avec ces volumétries, ces altimétries, s'installer à l'intérieur de cette grande volumétrie, tout en dialoguant avec les volumes qui lui font face. Et puis, de fait, c'est un travail de fragmentation, comme je l'expliquais, et pour installer le nombre de mètres carrés de ce programme dans ce site, qui est tout à fait important, à un moment donné, finalement, la référence à l'architecture militaire, elle revient. Elle revient, c'est pas parce que c'est l'état-major de l'armée de terre, mais parce que, tout simplement, à Belle-Île, on a déjà cette situation. On a ce grand bâtiment, ce grand casernement qui s'appelle le Grand Quartier et qui a des étages qui émergent et un étage qui est encaissé dans un fossé, avec un découpage fonctionnel, des casernements, des ateliers. Et donc, cette idée-là, elle fait que je me dis, eh bien, on pourrait tout à fait travailler avec l'idée d'un socle, l'idée d'un fossé, et d'un seul coup, augmenter les étages éclairés naturellement. C'est cette prise en compte de ce tout petit dispositif, finalement, qui apporte une réponse à la question posée, qui ne se termine pas par de l'éclairage, par des puits de lumière zénitale, et qui confère une certaine qualité à l'ensemble. C'est aussi, là encore, l'envie de travailler, donc c'est la maquette que vous voyez ici en coupe. Vous voyez ici qu'il y a deux niveaux qui se trouvent finalement dans le fossé, et aussi, ça on faisait de la prose sans le savoir, aussi l'idée que ce fossé de 6 mètres, pour des questions gabaritaires, des questions de constructibilité, finalement ce fossé de 6 mètres, c'est une distance de sûreté par rapport à des bâtiments comme ceux-là. C'est-à-dire une distance qu'on ne peut pas franchir d'un seul saut, si je puis dire. Donc finalement, l'architecture allait à la rencontre de problématiques de sûreté que j'ignorais totalement au moment de ce concours. Donc, et là aussi, toujours, une racine qui se trouve quelque part. Alors là, une perspective de ce bâtiment qui, vous le voyez, le choix avait été fait de la pierre naturelle, c'est-à-dire construire un mur en pierre qui se porte, ce qui est évidemment un autre enjeu. Un autre enjeu, c'est-à-dire d'utiliser des matériaux naturels et pour s'inscrire au mieux dans un contexte comme celui-là, des différences de volumétrie et une architecture qui n'est qu'un rythme, qui ne cherche pas à une écriture stylistique, qui cherche à être simplement un rythme qui s'installe dans cette échelle, dans ce site très fort, avec face à lui un bâtiment de Gabriel que vous voyez ici, une rotonde de Gabriel. Voilà, donc c'est, on pourrait dire aussi le temps des projets qui n'aboutissent pas pour différentes raisons, mais qui amènent plus loin les réflexions et qui permettent ensuite de se dire que ces sites-là ont une sorte d'ADN avec lesquels on doit travailler, avec lesquels les connaissances historiques que vous allez avoir emmagasinées pendant vos études, mais aussi les connaissances sur la construction, si je pense à la construction en pierre naturelle, tout ça, c'est un réservoir dans lequel vous devez puiser sans cesse et toujours un réservoir disponible. Et ce réservoir, évidemment, il ne s'arrête pas au XVIIIe siècle, il continue au XIXe, il continue au XXe siècle. Un réservoir de formes, d'idées, de matériaux, de mise en œuvre. Cette culture-là, l'architecte en a besoin pour aller plus loin, pour essayer de trouver un propos juste, pour être capable de réaliser une architecture qui fasse pleinement sens dans le site où elle s'inscrit. Alors, site industriel, pour finir, site industriel d'hier et d'aujourd'hui. Site industriel d'hier et d'aujourd'hui, ici, c'est la briqueterie de Gournay. Ce GY, c'est
on dirait aujourd'hui le logotype ou la trace en relief, l'estampillage de la brique, GY, Gournay. La briqueterie de Gournay, à Vitry-sur-Seine, c'est un survivant là aussi. C'est le dernier bâtiment, une grande emprise industrielle. Progressivement, les bâtiments ont été démolis. Il en reste un. Et à ce moment-là, le Conseil général du Val-de-Marne se dit qu'il faut qu'on en garde un quand même, comme témoignage de l'industrie dans ce secteur. Et le plan de ZAC est un peu corrigé, amendé, pour garder la place à un de ces bâtiments, témoin de l'activité industrielle du secteur. Et cette brique, c'est une fiche qui provient des archives départementales, qui là aussi nous ont beaucoup aidés pendant le travail sur ce projet, mettant à notre disposition tous les éléments dont ils disposaient pour comprendre le bâtiment. Là encore, un bâtiment construit en plusieurs étapes, transformé, utilisé de différentes manières. Et puis, dans les idées initiales, en fait, c'est cette construction en briques, parce que c'est un lieu où on produit de la brique qui est pour partie construit en briques. Cette idée de la brique très présente, j'ai voulu avoir un travail avec cette notion d'ordre de la brique en panneresse, la brique en boutisse. Et la réponse au concours, c'était de conserver ce qui pouvait l'être, puisqu'il en restait tellement peu, et de construire un bâtiment neuf à côté pour accueillir ce qui ne pouvait pas rentrer dans le volume de ce bâtiment, c'est-à-dire un studio scène avec un plateau de 16 par 16, une hauteur sous plafond de 10 mètres. Donc, là aussi, une stratégie pour répondre au concours en conservant tout ce qui peut l'être, en conservant les qualités, la spatialité, la matérialité, et en même temps en essayant de répondre pleinement à un programme, malgré tout. Et c'est ce petit croquis, l'ordre de la brique, sur lequel j'ai réfléchi, où je me suis dit finalement ce bâtiment existant avec sa grande cheminée qui est comme dans l'esprit de tous les enfants, même encore aujourd'hui j'ai l'impression qu'on dessine encore des grandes cheminées, des fois des sheds, même si les formes d'architecture industrielle ont un peu évolué, et puis une brique, une autre brique, et puis des joints entre les briques, c'est-à-dire des joints entre les briques qui sont comme autant de liaisons, de galeries de liaisons qui pourraient mettre en relation les hommes, les femmes qui parcourent ce centre de développement chorégraphique. Car là, c'était aussi une chance, c'est qu'un programme de centre de développement chorégraphique à l'intérieur d'un bâtiment industriel, d'une architecture industrielle, on parle à nouveau d'espace, de mouvement, du corps, du rapport aux installations, et c'est très fort. Et donc ces joints, qui ne sont pas rubanés, qui ne sont pas tirés au fer, qui sont simplement des galeries ou des liaisons, permettent aussi de répondre à des problématiques d'acoustique, de thermique, permettent de répondre à une problématique de préservation de ce qui peut encore l'être. C'est ce que vous voyez ici sur ce petit document, où en fait en noir, c'est ce qui subsiste, c'est-à-dire des murs, un plancher à voûtin, auquel je me suis beaucoup accroché parce que la tentation a été forte à plusieurs reprises, côté maîtrise d'ouvrage ou côté entreprise, de dire que ce serait tellement plus simple de faire un plancher en béton armé. Donc on s'est accroché pour le garder, parce qu'il est constitutif de la structure, il est constitutif de l'être, de ce qui nous reste de ce bâtiment, et comme cette charpente métallique. Alors la structure, la construction est venue à notre secours tout simplement parce que les fermes de charpente métallique sont chaînées avec le plancher à voûtin, et qui dit démolir le plancher à voûtin dit qu'on ne pourra sans doute pas garder la charpente métallique. Et quant aux façades, quand il n'y aura plus de charpente métallique pour faire tirant, eh bien elles y risqueront forcément de tomber. Donc cet enseignement de la construction, une petite piqûre de rappel pour les étudiants architectes, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui vous donne un regard, une expertise que d'autres n'ont pas parce qu'ils ne baignent que dans les techniques de construction d'aujourd'hui. Donc c'est très important de le plaider. Et voilà, donc tout ce qui pouvait être gardé, les façades, le plancher à voûtin et les structures de charpente métallique, bien évidemment la cheminée. C'est ça que personne ne songeait à démolir parce que dans l'idée de chacun, c'est vraiment la trace de l'architecture industrielle. Et c'est ce qui nous a permis évidemment, de fait, de donner une qualité intérieure au bâtiment, de retrouver une spatialité, d'offrir des studios de répétition qui ne sont pas à 4 mètres sous plafond, mais qui sont à 4 mètres en rive et à 8 mètres au faîtage. Donc un espace pour l'évolution des danseurs infiniment plus fort, plus agréable qu'un espace avec un plafond plat qui viendrait briser leurs élans. Et puis,
il fallait là aussi faire la place à la technique, aux fluides, aux éléments qui circulent dans un bâtiment. Et donc, protéger le bâtiment, c'était lui construire un toit, lui mettre comme un parapluie au-dessus de la tête, et ça nous permettait aussi de faire circuler toute cette technique dans l'espace vide entre deux systèmes de charpente. Donc c'était d'une pierre deux coups, si je puis dire, et ça permettait de fait de travailler, de conserver ce bâtiment, de l'envelopper, de le protéger au mieux. Et ici, une vision nocturne qui présente le bâtiment, où vous voyez ces systèmes de galeries périphériques d'un côté complètement habitables, enfin utilisés, et puis de l'autre côté où c'est simplement une structure qui vient protéger, avec un grand sujet, un grand arbre, une grande cheminée, une trace comme ça, une présence dans la nuit très forte, renforcée par le travail d'un artiste lumière, Yann Thomas, pour ne pas le citer, et qui lui donne une belle présence nocturne à un lieu où évidemment on est appelé à voir des spectacles. Enfin, un deuxième exemple sur lequel effectivement nous sommes à l'œuvre, si je puis dire, en chantier, c'est la Monnaie de Paris. Un site là qui ne va pas complètement changer d'activité puisque l'activité industrielle y est maintenue. Donc c'est tout à fait particulier, c'est très rare. Là aussi c'est une chance que de pouvoir travailler sur une usine en plein 6e arrondissement, c'est pas fréquent. Et cette Monnaie de Paris, évidemment, pour l'illustrer, quoi de mieux que cette pièce de l'époque de Philippe Auguste, battre monnaie, pouvoir régalien, battre monnaie, et qui représente en son centre le donjon du Louvre. L'architecture, déjà à cette époque-là, pouvait être un symbole pour le pouvoir politique très fort. Donc une monnaie qui est un site qui, d'un seul coup, et vous l'avez rappelé, d'un seul coup m'a replongé dans un autre temps de la recherche, qui était celui que j'ai accompli à l'IFA auprès de Bruno Fortier sur l'Atlas de Paris, à la découverte des plans de Vassereau et Bélanger, avec toute une équipe d'architectes et d'historiens qui travaillaient sur ce sujet à l'époque, et avec des documents absolument extraordinaires qui vous montrent un plan coupé à rez-de-chaussée de tout Paris, sans doute réalisé pour des intentions fiscales, mais en fait l'affaire est un peu complexe, et coupé à rez-de-chaussée de tout Paris, avec les parcelles, les bâtiments sur rue, les bâtiments sur cour, les tracés, et y compris les tracés qu'on devine dans le parcellaire, comme ici, le tracé de l'enceinte de Philippe Auguste qui chemine à travers l'îlot, et que vous pourriez retrouver ici, puisqu'elle se prolonge. Alors est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence? C'est sans doute en tout cas une chance que d'avoir eu ce temps d'immersion dans une compréhension du parcellaire. Voilà un document sur lequel j'avais eu l'occasion de travailler, et un document, une axonométrie qui permet de présenter l'Institut et la Monnaie de Paris. Et entre les deux, cet espace interstitiel qui est une ancienne parcelle sur laquelle se trouve le petit hôtel de Conti, qui n'a pas été démoli contrairement au grand hôtel quand Jacques-Denis Antoine a construit la nouvelle Monnaie de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Donc cette parcelle que vous voyez ici, cette parcelle interstitielle qui est là, qui est limitée d'un côté par, tout simplement, et c'est le fil conducteur, le tracé de l'enceinte de Philippe Auguste. Donc vous avez ici, dans cet îlot, 2 tours qui sont englobées par la construction. Ici, elles ont été arasées, mais elles sont dans le sol. Donc ce fil, cette enceinte de Philippe Auguste, c'était un peu un fil conducteur pour le projet et pour la réponse à donner à la question posée. Avec une autre coïncidence incroyable, c'est que je vous ai parlé d'André Larquetout, du passage Dauphine, et André Larquetout avait aménagé le parking souterrain rue Dauphine, dans lequel, si vous descendez, vous pouvez voir l'enceinte de Philippe Auguste, qui est bien présente. Donc ici, cette enceinte que vous voyez là, eh bien, elle est devenue un peu un fil conducteur pour la réponse à trouver à la question qui était posée, comment circuler, comment ouvrir, la question posée par la Monnaie de Paris au concours d'architectes, comment ouvrir le site sur la ville. Le site, en fait, a été construit, là encore, un peu comme une forteresse, et pour cause, puisqu'il y a des stocks de métaux précieux. On y battait monnaie. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Pessac. Mais aujourd'hui, on y fait toujours des médailles, des monnaies d'exception, et on a toujours à y stocker des métaux précieux. Donc,
une contrainte de sécurité, un lieu qui a été bâti avec une grande architecture pour compléter ce qu'on appelle le Grand Bassin, avec le Louvre, les Tuileries, l'Institut et ensuite la Monnaie de Paris. Avant qu'il y ait des arbres qui soient plantés là, eh bien, on avait comme ça un grand espace qui était utilisé pour les grandes fêtes, un grand espace qui mettait en vis-à-vis ces grands bâtiments régaliens. Et cette question posée, évidemment, aujourd'hui, quand vous passez de la passerelle des Arts, vous cheminez le long du quai de Conti, qui est un peu encore une autoroute à voiture, et ensuite vous pouvez tourner rue de Guénégaud, qui est une rue aussi très encombrée par la présence des voitures. Donc la question posée par Christophe Beau, le PDG, aux concurrents, c'était de dire proposez-nous un projet qui permette d'ouvrir le site sur la ville, de le traverser, et d'y installer un certain nombre d'activités complémentaires de l'activité originelle de la Monnaie de Paris. Donc, moi, l'idée qui m'est venue, c'est de suivre le fil de l'enceinte de Philippe Auguste, de proposer de pouvoir traverser le petit hôtel de Conti, de réinstaller ici un jardin et de pouvoir déboucher par la rue Guénégaud, ce qui d'un seul coup constitue une sorte de passage public, de promenade publique au cœur d'un îlot, et qui évidemment vous met à l'abri de cette circulation terrible. Mais d'autres parcours sont possibles à travers ces cours dites des travaux, ces 3 cours successives, ou à travers cette cour des remises et cette cour de la Méridienne et la cour d'honneur. Donc un processus d'ouverture sur la ville du site. Avec, là aussi, une autre chance, c'est que Monique Mosser, qui a longtemps travaillé sur Jacques-Denis Antoine, avait très gentiment mis à ma disposition ses archives. Donc ce bâtiment qui semble très simple quand on regarde son plan est d'une très très grande complexité spatiale, une très grande invention spatiale, il fallait pouvoir l'analyser, le comprendre, aller dans ses détails pour être capable justement de mettre en route ce processus qui allait le transformer. Et c'est une vue au moment du concours qui présente cette façade du petit hôtel de Conti, dessinée par Jules Hardouin-Mansart, transformée pour le mettre à la mode par Jacques-Denis Antoine, avec des appareils à refends horizontaux. Donc il a transformé la façade de son prédécesseur pour la moderniser, et avec ici un passage, une circulation sous porche de la rue Guénégaud qui permet de rejoindre le quai de Conti et la passerelle des Arts. Et un jardin contemporain imaginé par David Besson-Girard, paysagiste, à nos côtés pendant ce concours. Alors l'endroit évidemment est un endroit où on travaille le métal. Et travailler le métal, ça veut dire quelque chose de l'activité qui s'y déroule. Et pour moi, la réponse architecturale, elle devait permettre de parler de l'activité qui se déroule dans ce lieu. Elle devait entretenir avec l'activité du lieu une relation très très étroite, plutôt que se dire est-ce que je choisis le béton, le bois, le métal. Il fallait que le choix du matériau, des interventions qui allaient se rapporter sur les corps du bâtiment, que ces matériaux parlent des métiers qui se déroulent à l'intérieur de ce site. Et ces métiers, c'est ça, c'est des planches de métal qui sont perforées pour découper ce qu'on appelle des flancs qui vont devenir des médailles, alors dont les métaux peuvent être différents. C'est des bandes de métal qui sont laminées, ce sont des déchets, ce sont des médailles prêtes à bientôt être gravées, à être frappées. Et puis voilà, donc tout un univers du métal, et c'est ce qui m'a amené à imaginer que l'intervention architecturale dans cet univers de pierre, puisque c'est un bâtiment entièrement en pierre, minérale, avec une stéréotomie extraordinaire, eh bien que le dialogue pouvait se créer par-delà le temps, avec un autre matériau qui allait, lui, parler de l'activité qui subsiste à l'intérieur. Parce que les 3 enjeux, je dirais, de ce projet, c'est un enjeu à la fois industriel, la fameuse histoire de la parcelle de l'an 4, sur laquelle doit être construite un auditorium, parcelle que la Monnaie a dû transférer à l'Institut, et donc il fallait relocaliser des presses monétaires ou des presses puissantes. Donc c'est la construction d'un petit bâtiment qu'on appelle l'atelier central d'outillage et de gravure. Donc vous voyez ici l'émergence, derrière ce qui était un grand mur de clôture, un grand mur d'enceinte qui venait compléter le bâtiment dans cette partie-là. Et là, c'est le choix volontaire d'un matériau, le cuivre, utilisé dans le domaine des monnaies, des médailles, et d'un matériau qui parle, qui raconte, qui évoque le métier qui s'y déroule avec la découpe de ces planches.
Et c'est évidemment ici une photo vue de l'intérieur du site qui vous présente cette partie de bâtiment qui a été effectivement inaugurée par le ministre des Finances jeudi dernier et dans lequel les outils de production vont pouvoir être réinstallés pendant le mois de février. Donc, trouver un matériau, une écriture, un dessin qui parle des métiers qui s'opèrent à l'intérieur du lieu pour qu'il y ait une résonance. À côté de ça, d'autres activités culturelles, économiques, qui vont venir s'installer dans le palais, qui vont se nicher dans des espaces existants ou dans quelques autres interventions architecturales ponctuelles de construction de ci, de là, d'éléments qui viennent comme un peu dans un système de piquage, de piquetage, relayer les intentions du projet. Alors, là aussi, j'ai envie de citer la phrase d'André Chastel que j'avais mis en haut de mon panneau parce que c'est une cite là aussi que j'invite les étudiants à méditer. Relier l'œuvre au lieu, l'architecture au site, le site à l'espace du vivant. C'est une manière très belle de dire que ce qui s'est construit doit être en résonance avec son site, que ce qui s'est construit doit accueillir le vivant et doit être en relation avec son espace. C'est cette articulation, cette fibre qui relie les éléments les uns aux autres, qui est très pertinente et sur laquelle il faut réfléchir sans cesse pour aborder les sujets qui nous préoccupent ce matin. Alors, je vais aborder maintenant le dernier élément de cette leçon, qui est consacré au Mémorial international de Notre-Dame de Lorette. Alors, ce Mémorial international de Notre-Dame de Lorette, il s'est intitulé « Il est devenu l'anneau de la mémoire ». C'est-à-dire que le titre, au moment de son lancement, c'était le Mémorial international de Notre-Dame de Lorette, pour une raison très simple, c'est qu'il fallait marquer l'idée de l'international par rapport à la nécropole nationale qui se trouve à côté. Et puis sa forme, son parti pris, son propos ont fait qu'il a été repris d'une notice, l'idée que c'était effectivement l'anneau de la mémoire, et aujourd'hui vous ne le trouverez pratiquement plus que désigné de la sorte sur tous les articles qui en parlent. Et donc, il a dépassé son nom de programme, si je puis dire. Alors, l'anneau de la mémoire, on le voit ici remis en situation. C'est la plaine de l'Artois. La plaine de l'Artois, elle est devant nous, là, avec son horizon très dégagé, Arras par ici. Et au premier plan, le champ des tombes qui se trouve au pied, qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte de la nécropole nationale de Lorette, et qui se trouve au pied de la tour lanterne. Donc, la question qui était posée était une question à la fois simple et complexe, et il fallait édifier un monument, la question était posée comme telle, pouvoir y réunir les noms des 600 000 combattants tombés sur les champs de bataille du Nord-Pas-de-Calais, et pouvoir les réunir avec l'ambition de faire de cet ouvrage un monument à la paix, c'est-à-dire d'y réunir dans le strict ordre alphabétique, sans distinction de grade, de nationalité ou de religion, les 600 000 combattants qui étaient tombés sur ces champs de bataille. Donc qu'ils soient britanniques, allemands ou français, mais aussi 39 autres nationalités, tout simplement parce que, à l'époque, l'Empire britannique, l'Empire colonial français ont fait venir des hommes du monde entier. Les Canadiens se sont battus là, les Néo-Zélandais, on pourrait aller très loin. Donc, cela réunit des noms des 5 continents. Et donc, ce strict ordre alphabétique, sans distinction de grade et de religion, était vraiment fondamental pour la commande politique, lancée par le président de la région Nord-Pas-de-Calais, qui voulait réaliser cet ouvrage pour qu'on ne l'oublie pas, on n'oublie pas ce lieu par rapport à Verdun, comme un lieu de grande bataille pendant la Première Guerre mondiale et comme un lieu de grand sacrifice humain. Et qu'on arrive à tourner cette page et à envoyer de la sorte une sorte de symbole de fraternité. Donc voilà ce site, ce grand site. Nous sommes sur la colline de Notre-Dame de Lorette, qui a donné lieu à des combats furieux, puisque le contrôle de cette colline permettait
de bombarder d'Arras, permettait aux Allemands de pouvoir bombarder Arras, mais surtout, bien plus que cela, permettait de contrôler le bassin minier et donc les puits de mines. Donc c'était évidemment un enjeu stratégique important que de détenir les sources d'énergie pour l'industrie pendant la guerre. Donc voilà l'ensemble tel qu'il se présente, avec cet anneau posé sur le terrain et avec sa proximité avec cette nécropole. Ici un plan topographique, parce que là encore, la topographie est là, c'est elle qui décide de la manière dont se déroule la bataille, les combats. Vous voyez un éperon qui est fait comme ça de vallons qui sont presque des canyons comme ça, et en fait la ligne de front qui se trouve ici et qui va se déplacer d'ouest en est pour que les Alliés réussissent à occuper de nouveau la colline, de même que les Canadiens occuperont de l'autre côté la colline de Vimy, sur laquelle se trouve leur mémorial, leur monument national, sur la colline de Vimy. Donc un enjeu très fort et des destructions colossales. Voilà une vision d'un soldat dans une tranchée, avec derrière lui les ruines de l'église d'Ablain-Saint-Nazaire, des villages détruits à 100%, à peu près 300 villages dans ce secteur, et des destructions qui font disparaître de la surface de la terre tout élément végétal, tout arbre, tout, évidemment une guerre, la première guerre industrielle, mort industrielle, avec des moyens de destruction considérables. Et on voit bien sur cette photo ce paysage lunaire que l'on a beaucoup décrit. Et puis, voilà ce qu'on va y construire après-guerre, un monument national, dans un style néo-byzantin. Louis-Marie Cordonnier, un architecte de renommée dans le nord de la France et jusqu'aux Pays-Bas, construit dans ce style, une tour-lanterne de 50 mètres de haut. Il construit aussi une basilique. Et il construit tout cela en béton. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que on le voit bien sur cette photo. On voit les strates de coulage du béton. Et quand on est sur place, les joints ont été tirés au fer. Au premier abord, on n'imagine pas que ça puisse être en béton. Mais les destructions étaient tellement importantes qu'il ne restait plus de matériaux, de pierre, et les extractions de pierre étaient difficiles. Les carrières avaient été certaines occupées militairement, et ainsi de suite. Donc le béton était devenu le matériau recours à l'époque et permettant de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes. Un site, vous voyez, lunaire, assez terrifiant, avec ces champs de tombes à l'horizon. Et aujourd'hui, la vision qu'on en a, eh bien, cette tour-lanterne qui projette son ombre sur cet alignement mécaniste lui aussi, les terrils, les traces de l'exploitation du bassin minier qu'on voit à l'horizon, et donc une silhouette, un grand site assez impressionnant. Et puis, comment parler de tout cela ? Eh bien, la première idée qui est venue, c'était de se dire qu'il fallait faire de ce lieu comme une chaîne humaine, une chaîne entre tous ces êtres qui avaient perdu la vie, et de les réunir dans une forme de fraternité. Et du coup, cette idée de l'anneau est venue tout de suite, très vite, de même que travailler avec le site. Le site, avec sa déclivité, permettait, à partir du moment qu'on travaillait sur une horizontalité, permettait de donner une expression à la paix, une forme de sérénité, mais aussi une expression à sa fragilité, c'est-à-dire de se trouver à un moment donné à l'intérieur de cet anneau, en porte-à-faux au-dessus du vide, ou de pouvoir passer sous cet anneau, et donc de faire aussi de ce monument un monument qui ne soit pas une figure fermée, mais une figure ouverte, à l'intérieur duquel on puisse rentrer par ce qui est comme une saignée dans la terre qui vous permet de passer sous terre et de déboucher à l'intérieur de l'anneau, ou de passer sous l'anneau et de rejoindre le grand paysage, le chemin de grande randonnée, et de découvrir l'extérieur. Et aussi cette idée qu'à un moment, il fallait pouvoir se trouver entre le terre et ciel, avec sous les yeux simplement ce blizzard de noms, comme le disait très joliment un journaliste anglais, un blizzard de noms, c'est-à-dire des noms à perte de vue, donc dans une dimension monumentale par l'échelle, 328 mètres de périmètre, quelque chose qui a une échelle vraiment très très impressionnante. Vous en voyez ici des documents au moment du concours, où vous voyez cet anneau, couleur de guerre, volontairement une couleur sombre, muette, pas d'inscription, et à l'intérieur, au contraire, ces panneaux métalliques qui prennent la lumière, qui remettent en lumière les noms des morts,
et puis ce système de descente comme ça à l'intérieur de l'anneau, ou ce système de passage sous l'anneau, avec des fenêtres ménagées pour regarder sur l'horizon, pour pouvoir, quand on se déplace à l'intérieur, se mettre en relation avec les ruines dans la plaine de l'Artois, ou avec le monument de Vimy et le bassin minier. Et ce porte-à-faux, évidemment, a été un ouvrage techniquement très, très complexe, très difficile à mettre en œuvre, qui a nécessité un investissement renforcé de l'ingénierie, de la maîtrise d'œuvre, mais aussi de l'entreprise, mais aussi des expertises multiples. Il faudrait citer beaucoup de gens, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là tout de suite, parce que ce serait trop long. Et en tout cas, un ouvrage techniquement ambitieux, un ouvrage d'art, et une manière, là encore, de se poser la question de travailler avec l'art et la nature. C'est-à-dire ce que nous mettait à la disposition de la nature, c'était ce sol, c'était ce mouvement, et ce que devait apporter l'art, c'est d'être capable de réaliser cette forme assez pure, posée comme ça sur l'horizon, à l'intérieur de laquelle on devait pouvoir entrer en relation avec ces noms qui sont gravés un peu partout. Alors, il y a toujours quelque chose qui vous préoccupe quand vous êtes en train de faire un projet, c'est de vous dire est-ce que l'échelle est juste, est-ce que l'échelle est bonne. Et là, c'est un premier moment où on a pu piqueter le terrain, comme le faisait Vauban, pour se rendre compte. Il plantait des piquets, il tendait des ficelles. Alors, des fois, d'ailleurs, des concurrents retiraient les piquets et les ficelles, enfin bon, pour faire bouillir la marmite, au sens propre du terme. La personne nous a retiré nos piquets, on a pu mettre des piquets, planter, se dire, voilà, ça va avoir cette dimension-là, parce que le travail d'approche des échelles est difficile sur des ouvrages de ce type. Et puis, une des questions très très importantes, c'était la question de l'écriture des noms. 600 000 noms, c'est évidemment colossal, c'est plus de 10 millions de signes, et de trouver à la fois une écriture lisible, sur des panneaux qui font 3 mètres de haut, de jour comme de nuit, et d'avoir la surface disponible. Car un des éléments assez étranges de ce projet, c'est que ce projet s'est déroulé alors qu'au départ, nous n'avions pas la liste des noms. Donc les noms sont arrivés au fur et à mesure des étapes d'étude du projet, de l'APS, de l'APD, du PRO, du DCE, jusqu'à ce que ça se stabilise définitivement. Pourquoi ? Parce que selon les origines, le nombre moyen de caractères n'est pas le même. Et donc si vous faites une extrapolation alors que vous êtes dans les C ou alors que vous êtes dans les M, vous ne débouchez pas sur la même surface de gravure, vous ne débouchez pas sur le même nombre de signes. Donc c'est quelque chose de très, très préoccupant, de très fort, sur lequel on a travaillé avec Pierre Dichulot, qui est un artiste typographe, qui a défini une lettre pour s'assurer de la lisibilité de cela. Et cette lettre, eh bien, il l'a intitulée le Lorette, tout simplement. Et c'est une lettre que vous voyez ici, sur le document qui se trouve derrière moi, avec l'ordre de mise en place, et vous voyez évidemment des lettres très représentées, d'autres moins représentées. Un nom, un homme, un nom gravé. C'est-à-dire l'idée, c'est que quand il y a Smith John, il y aura autant de fois gravé Smith John qu'il y aura de Smith John morts sur les champs de bataille du Nord-Pas-de-Calais. Donc ça donne lieu à des moments assez saisissants, où vous voyez comme ça une sorte de rythme d'écriture où le bloc se répète, et qui fait prendre conscience de l'ampleur des destructions et des pertes humaines qui sont simplement terrifiantes. Il fallait donc, une fois ce travail engagé, de mise en place, voilà la mise en place à l'échelle du grand paysage, le bourg, le petit village d'Ablain-Saint-Nazaire, la nécropole et l'anneau qui se place en fait entre la ville des morts et la ville des vivants, sur une colline, et sur la route qui vous mène à cette colline, vous avez de part et d'autre cimetière britannique, cimetière allemand, cimetière tchèque, et ainsi de suite. Donc c'est une sorte de voie comme ça, très, très prégnante, et qui vous amène sur cette colline qui a été aménagée, d'abord pour construire cette nécropole nationale, et maintenant pour abriter ce mémorial international. Voilà, le chantier démarre avec des problématiques pyrotechniques absolument démentes, 8000 cibles pyrotechniques, c'est-à-dire des fragments métalliques, 8000 cibles métalliques, c'est-à-dire des éléments métalliques que contient le sol, donc une problématique d'abord de dépollution, bien que le site ait été dépollué dans l'après-guerre pour y construire la nécropole, et bien finalement il reste beaucoup de choses dans le sol, et c'est quelque chose qui nécessite des techniques très, très détaillées, et puis d'abord aussi,
on retrouve dans le sol une dizaine de corps. Donc c'est aussi des moments très émouvants de découverte, vous voyez, des éléments métalliques qui subsistent et le squelette d'un soldat qui est là, avec tout de suite une préoccupation de se dire, est-il bien sur notre liste? Et on le retrouve, parce qu'il a sa plaque, et on le retrouve dans ce travail considérable qui a été mené par une équipe d'historiens, qui était de fusionner les fichiers britanniques, allemands et français, qui a mobilisé 4 personnes pendant 1 an, de les mettre ensuite dans l'ordre alphabétique, et de vérifier qu'il n'y ait pas d'oubli, de doublons, et ainsi de suite. Donc je ne raconterai pas ça dans le détail, ce serait trop long, mais donc évidemment une émotion intense. Là, c'est au sortir d'un comité de pilotage, on va sur le site, et les équipes archéologiques de la ville d'Arras venaient de découvrir 3 corps en fait superposés, avec une précision assez incroyable dans l'explicitation de comment ils ont trouvé la mort, un peu comme les médecins légistes. Et là, la construction d'un ouvrage déjà relativement complexe en termes de dessin, qui est cette saignée dans la terre, que vous voyez mise en œuvre, avec ici le début de la mise en œuvre des consoles, des longrines pour accueillir l'anneau. Alors, ici une vision nocturne, et l'anneau, c'est ce dispositif. Donc c'est un ouvrage qui est réalisé en béton fibré à ultra haute performance. Pourquoi ce n'est pas un choix pour être à la mode, c'est un choix technique, parce qu'il n'y a pas d'autres matériaux qui nous permettaient de réaliser cela. L'équipe de Jean-Marc Veil et de Raphaël Fabry de chez CE Ingénierie a beaucoup travaillé sur le sujet pour mettre en place un ouvrage qui allait résister, car la forme semble simple, mais elle est traversée par des efforts énormes, des efforts dans des parties qui sont dissymétriques, dans des parties très fines, et donc cette problématique structurelle était une problématique très 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 importante. On a eu aussi beaucoup de chance d'avoir un ensemble de personnes qui se mettent autour de la table, contrôle technique, experts, bureaux d'études entreprises, d'autres bureaux d'études pour contre-calculer, donc quelque chose de vraiment une aventure, un grand moment, avec ces moments d'angoisse, ces moments de tension, ces moments de choix, et l'espoir que finalement, au bout du compte, rien de ces efforts ne transparaît dans la lecture qu'on peut avoir du monument. Alors, évidemment, dans tout cela, c'est un chantier, c'est des gens qui sont sur un chantier, qui sont remarquables de compétences. En l'occurrence, ces voussoirs, ce qu'on appelle des voussoirs, qui sont des éléments comme pour construire un pont. Ces voussoirs pèsent une dizaine de tonnes en moyenne, et ils doivent être posés avec une précision de l'ordre de plus ou moins 2 mm. Parce que, compte tenu de ces efforts, s'ils étaient posés avec des écarts plus importants, en fait, les efforts pourraient créer des fissurations, pourraient tordre les ouvrages, les détruire. Donc une nécessité d'être extrêmement précis avec des choses extrêmement lourdes qui sont mises en œuvre à la grue avec un géomètre en permanence sur site, enfin avec un outil de levée. Et vous voyez ici les supports, les consoles, vous voyez ici les voussoirs qui sont brêlés les uns aux autres avec ces pièces métalliques, et vous voyez ici l'élément qui va former au vent au-dessus des panneaux. Ça, ce sont des voussoirs dits renforcés, là des voussoirs simples, qui eux sont posés sur des pieux qui vont chercher le bon sol à 20 à 25 mètres de profondeur. Et là, une vue, on peut circuler à l'intérieur, un couloir d'homme, si je puis dire, pour la maintenance future de l'ensemble. Et l'ensemble est ensuite est précontraint par post-tension, c'est-à-dire qu'on passe des systèmes de câbles qui vont ceinturer l'ouvrage et qui vont le faire tenir en place. Et voilà, du coup, ce qui est rendu possible, c'est de passer sous cet élément. Cet anneau qui, par la topographie, à un moment donné, a en son centre, finalement, la basilique et la tour-lanterne. On les voit ici, vous voyez, comme si elles se trouvaient englobées, comme si elles étaient prises à l'intérieur. Et ici, on voit bien, encore des terrils au lointain, on voit bien ici l'effet de décollement et les panneaux de ces noms. Alors, ce qui est très important, c'est que par ce plissé qui a permis de déployer les 600 000 noms dans cet anneau qui avait une taille à un moment donné qui s'est arrêtée de croître, eh bien, on peut retrouver un rapport intime. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension monumentale, mais il y a aussi une dimension intime. Vous êtes face à une page du livre et vous n'êtes pas
perdu à ce moment-là, vous n'êtes plus perdu au milieu d'une immensité, ce qu'aurait provoqué un mur, par exemple, ou des choses de cet ordre. Donc ici, on a cette perception, en tout cas, d'une vision différente. Voilà, on voit ici l'anneau dans toute sa taille. Et là aussi, d'ailleurs, j'en avais dit un petit mot un peu ému au moment de la cérémonie de l'équerre d'argent, mais là aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est en allant quelques jours plus tard au Nymphéa, c'est de me rendre compte que cette espèce de similitude d'approche, enfin d'espace, elle est d'autant plus étonnante quand on sait que Monet donne le 11 novembre 1918 cette série Les Nymphéas comme un monument à la paix, c'est comme ça qu'il en parle avec Clémenceau, donc c'est assez saisissant, c'est assez confondant, jamais j'y ai pensé pendant ce concours, jamais ça m'a traversé l'esprit. Mais voilà, il y a des formes qui sont plus propices peut-être que d'autres. Là aussi, une forme d'horizontalité. Monet cherche à ce qu'on se perde dans l'infini, qu'il n'y ait une sorte de bande comme ça et qu'on n'ait pas la vision au-dessus ou la vision en dessous, donc on soit dans quelque chose qui vous enveloppe, qui vous entoure. Et ces derniers jours, on nous a envoyé une photo sous la neige qui là, si on procède, si on regarde du côté des couleurs, il y a quelque chose aussi de saisissant. Voilà. Donc ce projet, qui est un projet évidemment qui me tient beaucoup à cœur et qui est un projet qui, comme je le disais tout à l'heure, montre qu'on peut passer de l'architecture de la guerre à un monument pour la paix et qu'un certain nombre des manières d'aborder les questions s'y retrouvent au regard du paysage et au regard de beaucoup de choses. Alors, j'ai voulu aussi arriver à ce moment-là, j'ai voulu quand même rendre à César ce qui était à César, c'est-à-dire toutes ces rencontres sur ces projets, tous ces gens qui vous apportent beaucoup. Alors la première image au centre, c'est quand on a appris qu'on avait gagné ce concours avec toute l'équipe, et en fait dans mon bureau il y a une table ovale. Alors vous voyez, est-ce que ça infuse inconsciemment, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas, mais on s'est dit on fait une photo de tous réunis là à ce moment-là, parce que c'est un moment de joie, un moment de bonheur. Et puis, il y a là, sur le mur, des personnes vivantes, disparues du XVIIIe siècle, du XXe siècle, des gens qui m'ont beaucoup apporté, que vous reconnaissez. Alors, je sais pas, je vais pas commencer à donner tous les noms, ça serait trop long. D'ailleurs, il en manque beaucoup d'autres, donc je vais pas commencer à me lancer dans cette liste. Mais je trouvais très belle la phrase qu'avait prononcée Desmond Tutu, qui disait la chose suivante: People become people through other people. Voilà, je vous remercie beaucoup.